janvier 1879, un peu après midi, sur les hauteurs d'Isandlwana, au Natal, une armée britannique comprend qu'elle ne pourra plus tenir sa position. Face à elle se déploie une armée zoulou, beaucoup plus nombreuse. Des milliers de guerriers armés principalement de lances, de boucliers et de quelques fusils pris à l'ennemi. Dans le camp britannique, les soldats disposent de fusils Martini Henry, d'une artillerie moderne et d'une expérience importante des campagnes coloniales. Pourtant, quelques heures plus tard, plus de 1300 soldats britanniques et auxiliaires coloniaux seront morts. Isandlwana deviendra l'une des plus grandes défaites jamais infligées à l'armée britannique par une force africaine. Ce ne sera pas une simple embuscade, ce ne sera pas seulement un accident provoqué par une erreur d'officier, ce sera une victoire militaire, remportée par une armée organisée, disciplinée et capable d'adapter sa stratégie à la situation. Bienvenue dans les victoires noires oubliées. Aujourd'hui, direction le Zululand. Pour comprendre Isandlwana, il faut revenir sur la naissance et la transformation du royaume zoulou. Au début du XIXe siècle, l'Afrique australe est composée de nombreux royaumes, chefferies et communautés qui se disputent les terres, le bétail et les routes commerciales. Dans cette région en mouvement apparaît Chakaka Senzangashona. À partir des années 1810, Chaka transforme progressivement le groupe zoulou en une puissance militaire et politique. Il réorganise les unités combattantes, renforce la discipline et développe une méthode de combat fondée sur la mobilité, la cohésion et l'affrontement rapproché. Un demi-siècle plus tôt, le roi Chaka avait transformé un petit clan en puissance militaire redoutée, en réformant en profondeur l'art de la guerre bantoue. Sous ses successeurs, le royaume zoulou s'était consolidé en un État structuré, centralisé, avec une administration, une économie pastorale prospère et surtout une armée permanente unique en son genre sur le continent. En 1879, le roi est Setshwayo Kampand, un souverain intelligent, prudent, qui a longtemps cherché à éviter le conflit avec les Britanniques installés au Natal voisin. Il avait réussi à préserver l'indépendance zoulou pendant 20 ans. Les régiments zoulous, appelés Amabuto, sont organisés selon l'âge. Les jeunes hommes sont regroupés, entraînés et maintenus sous l'autorité du roi. Ils vivent et combattent ensemble. Leur identité repose sur leur régiment, son histoire, ses rivalités et son honneur. L'organisation militaire structure une partie de la société zoulou. Un jeune homme intégré dans un Amabuto sait qu'il appartient à quelque chose qui dépasse sa famille et son village. Il connaît ses camarades depuis l'enfance. Il a dormi avec eux, couru avec eux, répété les formations avec eux pendant des années. Quand la bataille commence, il n'a pas besoin de regarder à droite et à gauche pour savoir où se trouve dans ses flancs. Il le sait dans ses muscles. C'est cette cohésion, construite sur des décennies, pas sur des semaines, qui rend les Amabuto redoutables. L'arme emblématique est l'Iklua, une lance courte destinée au combat rapproché. Elle est utilisée avec un grand bouclier en peau de bœuf. Les Zoulous possèdent aussi des armes à feu en quantité limitée. Leur force principale ne réside pas dans la technologie. Elle réside dans la rapidité des déplacements, la discipline des régiments, la connaissance du terrain et la capacité à concentrer une force importante au moment décisif. Chaka est mort en 1828, assassiné par ses propres frères. Mais l'armée qu'il a créée lui a survécu. Ses successeurs, Dingaan, Mpand, puis Setshwayo, ont maintenu et adapté le système militaire zoulou. En 1879, cela fait 60 ans que les Amabuto s'entraînent, se perfectionnent, transmettent leur savoir de génération en génération. Ce n'est pas l'armée improvisée d'un peuple primitif, c'est une institution militaire avec sa propre tradition, sa propre doctrine, ses propres officiers formés à la guerre. La tactique la plus célèbre est connue sous le nom de corne du buffle. Le centre, appelé la poitrine, fixe l'adversaire. Les deux ailes, ou cornes, se déplacent sur les flancs pour l'encercler. Une réserve, située derrière le dispositif, intervient au moment choisi. Cette formation n'est pas une improvisation. Elle repose sur des années d'entraînement et sur une chaîne de commandement décentralisée.
chaque Induna, chef de régiment, connaît son rôle et peut agir sans attendre un ordre venu d'un quartier général. Cetshwayo cherche à préserver l'indépendance de son royaume, mais il fait face à une puissance britannique de plus en plus présente dans la région. Les Britanniques contrôlent déjà la colonie du Natal. Ils souhaitent désormais établir une confédération regroupant plusieurs territoires d'Afrique australe sous leur influence. Le royaume zoulou représente un obstacle. Il est indépendant, organisé et capable de mobiliser une armée importante. En décembre 1878, Sir Bart Lefrère, haut-commissaire britannique en Afrique australe, adresse à Cetshwayo un ultimatum. Les exigences sont conçues pour être presque impossibles à accepter: démantèlement du système militaire zoulou, modification de l'organisation politique du royaume. Cet ultimatum devient le prétexte de la guerre. Le gouvernement britannique de Londres n'a pas nécessairement souhaité le conflit à ce moment précis, mais une fois l'invasion commencée, il soutient l'opération. En janvier 1879, Lord Chelmsford entre au Zululand avec plusieurs colonnes militaires. Il est confiant. Son armée est bien équipée, ses officiers sont expérimentés et il a face à lui ce que la doctrine militaire britannique de l'époque qualifie d'indigène, terme qui, dans l'esprit de l'état-major victorien, implique une incapacité fondamentale à résister à une armée européenne. Cette confiance va se retourner contre lui de façon catastrophique. Chelmsford divise ses forces en plusieurs colonnes pour encercler le territoire zoulou. Il pense que cette stratégie lui permettra de forcer Cetshwayo à se soumettre rapidement. Il n'imagine pas que c'est précisément cette division qui va lui coûter Isandlwana. Le 20 janvier, la 3e colonne britannique établit son camp près de la montagne d'Isandlwana. La position permet d'observer la plaine, mais le camp présente une faiblesse essentielle: il n'est pas fortifié. Les chariots ne sont pas disposés en cercle pour former un lagueur. Les soldats ne creusent pas de retranchement. Cette décision est liée à la confiance des officiers britanniques. Ils pensent que l'armée zoulou ne prendra pas le risque d'attaquer directement une position équipée de fusils et de canons. Ils pensent aussi que l'armée de Cetshwayo se trouve plus loin. Ils ont tort sur les 2 points. Le 22 janvier, avant l'aube, Lord Chelmsford quitte le camp avec une partie importante de ses troupes pour rechercher l'armée zoulou. Il est persuadé qu'elle se trouve plusieurs kilomètres plus à l'est. Des informateurs locaux, dont la fiabilité sera contestée après les faits, lui ont signalé des mouvements dans cette direction. Il emporte avec lui plusieurs milliers de soldats, laissant le camp avec une garnison qu'il juge suffisante pour assurer la défense d'une position équipée d'artillerie. Cette décision, diviser ses forces face à un ennemi dont il ignore la position exacte, est l'erreur stratégique fondamentale qui rend Isandlwana possible. Mais elle n'explique pas à elle seule la défaite. Pour que le désastre se produise, il faut aussi que l'armée zoulou soit capable d'en profiter. Et elle l'est. Environ 1700 hommes restent autour d'Isandlwana sous le commandement du colonel Henry Pullen, renforcé par les troupes du colonel Anthony Durnford. Ce même matin, l'armée zoulou se trouve à proximité. Elle compte plus de 20 000 guerriers selon la plupart des estimations. Elle est commandée par Nchingwayo Kamaole et Mavumengwana Kandlela, sous l'autorité politique de Cetshwayo. 11h45. Des éclaireurs britanniques tombent par hasard sur l'armée zoulou dans la vallée de Ngebeni. Surprise totale des 2 côtés. Les Zoulous, pris au dépourvu dans leur position de repos, n'avaient pas prévu d'attaquer ce jour-là. C'est un jour de mauvais augure dans le calendrier lunaire. Mais une fois découvert, il n'y a plus de choix. Nchingwayo Kamaole, le commandant en chef, 60 ans, vétéran des guerres de Chaka, n'hésite pas une seconde. Il donne ses ordres en quelques mots. Isandlwana, maintenant, formation de buffle, que chaque Induna connaisse son couloir. Pas de harangue, pas de discours. La formation est répétée depuis des semaines. Chaque guerrier sait où il court. La bataille commence avant que les Britanniques comprennent l'ampleur de la menace.
Les premiers tirs atteignent les rangs zoulous. Le Martini Henry est une arme puissante et précise. Les hommes du centre zoulou avancent sous le feu. Ils subissent même des pertes, reculent parfois pour se mettre à couvert, puis reprennent leur progression. Pendant ce temps, les deux ailes se déplacent sur les côtés. La poitrine fixe les Britanniques, les cornes cherchent à les contourner. Dans le camp, les officiers tentent d'étendre leurs lignes pour empêcher l'encerclement. Cette décision augmente la distance entre les unités et affaiblit la concentration du feu. Les munitions sont stockées dans des caisses au centre du camp. Des témoignages ultérieurs évoquent même la difficulté à les ouvrir rapidement, les caisses étant fermées par des vis et les outils non disponibles en nombre insuffisant. Cette difficulté n'explique pas à elle seule la défaite. Les soldats britanniques ont longtemps continué à tirer et infliger de lourdes pertes. Mais elle aggrave une situation déjà critique. Au début de l'après-midi, les deux cornes se rapprochent. Les soldats britanniques comprennent qu'ils risquent d'être encerclés. Le terrain ne leur permet plus de maintenir une distance suffisante. Les lignes se replient vers le camp, mais les Zoulous atteignent progressivement les positions défensives. À ce moment, l'avantage technique britannique perd une partie de son efficacité. Le combat devient rapproché. Les guerriers Zoulous utilisent leurs lances et leurs boucliers. Les régiments avancent au milieu des tirs, soutenus par leur chef. La formation du buffle fonctionne, le centre maintient la pression. Les flancs se referment, les Britanniques ne disposent plus d'un espace suffisant pour coordonner efficacement leur défense. La bataille se transforme en combat général autour du camp. Ce qui se passe alors défie les représentations que les Britanniques avaient de leurs adversaires. Les guerriers Zoulous ne fuient pas sous le feu. Ils avancent. Certains s'arrêtent, se couchent, attendent que la salve passe, puis se relèvent et reprennent leur marche. Les officiers britanniques qui survivront témoigneront de cette discipline avec une stupéfaction mêlée de respect. Un rapport militaire britannique postérieur à la bataille notera que les guerriers Zoulous avançaient comme des soldats aguerris, pas comme des sauvages. Cette observation dit tout sur les préjugés qui avaient rendu la défaite possible. Le colonel Pullen est tué. Le colonel Durnford meurt également. Le drapeau britannique tombe. Les Zoulous s'emparent des armes, des munitions, des chevaux et du matériel abandonné. À la fin de l'après-midi, la résistance organisée a disparu. Plus de 1300 soldats britanniques et auxiliaires coloniaux sont morts. Les estimations des pertes zoulous s'y varient fortement, mais elles sont elles aussi lourdes. Plusieurs milliers de guerriers probablement tués ou blessés. Le champ de bataille est silencieux. L'armée britannique, qui pensait imposer rapidement sa volonté au royaume zoulou, vient de subir une défaite complète. À Londres, la nouvelle provoque un choc. Les journaux britanniques publient des récits détaillés de la bataille. Le public découvre que plus d'1 millier de soldats de l'Empire ont été tués en quelques heures par une armée africaine armée principalement de lances. La réaction officielle est un mélange de stupeur et de colère. On cherche des responsables. Lord Chelmsford, qui avait quitté le camp ce matin-là avec une grande partie de ses troupes, est la cible des critiques. Des commissions d'enquête sont ouvertes. Des officiers voient de moi leur carrière brisée. Mais derrière cette recherche de coupables individuels se cache une vérité plus inconfortable. Le système lui-même, la doctrine coloniale, la certitude de la supériorité, avaient créé les conditions de la défaite. À Londres, la nouvelle provoque un choc. La guerre avait été déclenchée au nom de la puissance britannique. La défaite révèle la fragilité de cette puissance lorsqu'elle sous-estime son adversaire. Le même jour, une autre bataille a lieu à Rorke's-Drift, où une petite garnison britannique résiste à une attaque zoulou. La défense de Rorke's-Drift est immédiatement transformée en récit héroïque. Des soldats britanniques reçoivent la Victoria Cross. Cette célébration est légitime pour les hommes qui ont défendu la position. Mais elle contribue aussi à déplacer l'attention. Dans le récit impérial, Rorke's-Drift offre une histoire de courage qui permet de parler moins longuement du désastre d'Isandlwana. La victoire zoulou ne met pas fin à la guerre. L'Empire britannique réorganise ses forces et envoie des renforts. 6 mois plus tard, à Ulundi,
l'armée zoulou est vaincue. Le royaume est démantelé, son territoire est divisé entre plusieurs chefferies rivales, Cetshwayo est capturé puis exilé. La victoire d'Isandlwana résonne bien au-delà de l'Afrique australe. Dans les colonies africaines françaises, britanniques, portugaises, la nouvelle circule rapidement. Des journaux abolitionnistes, aux États-Unis, la commentent. Des intellectuels africains en exil en Europe y voient la preuve que la résistance n'est pas vaine. Pour les puissances coloniales européennes, Isandlwana est un avertissement. La pacification de l'Afrique ne sera pas la promenade militaire qu'elles avaient imaginée. Les Britanniques réagiront en renforçant massivement leur contingent et en abandonnant définitivement l'idée que l'équipement seul suffit à vaincre. La victoire d'Isandlwana n'a donc pas sauvé l'indépendance zoulou, mais elle a démontré que cette indépendance n'était pas une illusion. Elle a montré qu'une armée africaine pouvait concevoir une stratégie complexe, coordonner des dizaines de milliers d'hommes et vaincre une force impériale équipée d'armes modernes. Réduire Isandlwana à une erreur britannique serait incomplet. Les erreurs britanniques sont réelles. Un camp insuffisamment défendu, une armée divisée, un commandement qui sous-estime la menace. Mais ces erreurs ne suffisent pas à expliquer la victoire. Les forces zoulous ont su exploiter chaque faiblesse. Elles ont utilisé le terrain, la vitesse, la discipline et la supériorité numérique. Ce n'est pas une victoire obtenue par hasard. C'est une victoire obtenue par une organisation militaire adaptée à son environnement et à son histoire. Il y a une phrase que les visiteurs entendent souvent sur le site d'Isandlwana, prononcée par les guides zoulous, qui font découvrir le champ de bataille. Elle dit, en substance, « Ce n'est pas ici que les Zoulous ont perdu la guerre. C'est ici qu'ils ont prouvé qu'ils ne méritaient pas de la perdre. » Cette distinction est essentielle. Isandlwana n'a pas sauvé le royaume zoulou. La suite de la guerre anglo-zoulou, Ulundi, la capture de Cetshwayo, le démembrement du royaume en 13 chefferies rivales, tout cela a bien eu lieu. Mais Isandlwana a changé quelque chose d'irréversible dans la façon dont le monde regardait l'Afrique et ses peuples. Cette victoire a prouvé que la résistance était possible. La bataille révèle aussi les limites de la supériorité technologique. Les fusils et les canons donnent un avantage considérable. Mais ils ne remplacent ni le renseignement, ni la prudence, ni la capacité à comprendre son adversaire. Une armée mieux équipée peut perdre si elle ne sait pas où se trouve l'ennemi, si elle disperse ses forces et si elle croit que la peur empêchera l'autre de combattre. C'est une leçon que les empires coloniaux ont dû réapprendre plusieurs fois au cours du XIXe siècle, à Isandlwana, mais aussi à Adwa en Éthiopie, dans les guerres afghanes, dans les plaines d'Amérique du Nord. La certitude de la supériorité est elle-même une vulnérabilité. Chaque année, la mémoire de la bataille continue d'être entretenue au Zululand. Des cérémonies rassemblent des descendants, des combattants et des visiteurs venus découvrir le site. Le paysage conserve peu de traces visibles du combat. Pourtant, la montagne, la plaine et les récits forment un lieu de mémoire. Isandlwana appartient à l'histoire militaire mondiale. Mais elle appartient d'abord à la mémoire zoulou, à celle d'un royaume qui a refusé un ultimatum imposé par une puissance étrangère, à celle de régiments qui ont marché vers le feu, à celle d'une armée qui, pendant quelques heures, a renversé l'ordre impérial. Le 22 janvier 1879, les guerriers zoulous n'ont pas seulement remporté une bataille. Ils ont rappelé à une puissance impériale que la domination n'est jamais automatique. Ils ont prouvé qu'un peuple sans industrie lourde, sans artillerie comparable et sans empire pouvait résister avec ses propres méthodes, sa propre organisation et sa propre connaissance du terrain. Isandlwana n'est pas le récit d'un miracle, c'est le récit d'une armée qui savait ce qu'elle faisait. Si ces histoires vous touchent, abonnez-vous aux Victoires Noires oubliées sur votre plateforme préférée, Spotify, Apple Podcast ou partout où vous écoutez vos podcasts. Et partagez cet épisode autour de vous.
Dans le prochain épisode, nous resterons en Afrique australe, mais nous nous dirigerons vers le Lesotho. En 1880, un petit royaume montagneux va affronter l'Empire britannique dans un conflit connu sous le nom de guerre des fusils. Un peuple encerclé par les puissances coloniales va défendre ses terres, ses armes et son indépendance. Le Lesotho vous attend.